Voilà, bonjour. Je souhaitais faire aujourd'hui une petite vidéo en fait un peu particulière sur un sujet qui, si je puis dire, me tient à cœur depuis un certain temps, qui est le sujet du viol et de l'inceste. Ce qui me pousse aujourd'hui à le faire, c'est simplement les commentaires que je vois parfois sous les vidéos sur YouTube que je fais avec des personnes précisément qui ont été victimes d'inceste et de viol ou les commentaires également que je peux rencontrer sur mon blog Deviens ce que tu es. En fait, les commentaires sont souvent les mêmes, du style oui mais, c'est-à-dire que on fait semblant de compatir à la souffrance de la victime pour mieux quelque part en fait la dénigrer ensuite, c'est-à-dire pour mettre son témoignage en doute, comme si une victime prenait évidemment plaisir à inventer un récit et à se victimiser au point de trouver finalement très sympathique aux yeux de tous de dire effectivement qu'on a subi des maltraitances, nonobstant le fait que ces maltraitances, on le voit souvent à travers les récits, sont des maltraitances qui ont impacté précisément toute une vie, non seulement psychiquement, physiquement, mais également effectivement en termes de suivi médical que la maltraitance effectivement a nécessité. Et donc j'ai l'impression pour ma part qu'en réalité il y a encore trop de personnes qui sont dans le déni par rapport à ce fléau. Un déni qui peut être, je dirais, de bonne foi dans certains cas, mais qui peut être en réalité est le déni de l'auteur évidemment lui-même d'abus, de viol, d'inceste, voire de complices, pour ne pas évidemment, je dirais, fissurer les apparences, la belle image qui est effectivement donnée de la famille ou dans l'enseignement ou dans la culture. On sait effectivement que les abus traversent, j'ai envie de dire, tous les secteurs. On l'a vu évidemment de manière extrêmement criante avec les communautés et mouvements d'église. On l'a vu, je dirais également, à travers l'église et la manière dont elle a entendu gérer cette problématique, à savoir dans un premier temps un silence de plomb, une omerta pour précisément ne pas briser sa belle réputation. Je pense que la réputation, évidemment, elle est au cœur de l'abus et plus exactement du silence évidemment qui est imposé à la société, je dirais de manière générale, aux différents milieux où les abus se produisent, en ce compris évidemment dans les familles. On sait qu'un écrivain dans une famille qui effectivement va dénoncer l'abus, ça aura des répercussions immenses dans la famille qui va, le cas échéant, se diviser entre ceux qui croient la victime et ceux évidemment qui refusent de voir parce que le cas échéant, je l'ai dit, ils sont peut-être effectivement soit auteurs, soit à tout le moins complices d'une réalité qu'ils ont refusé de voir. Et donc c'est la raison pour laquelle je souhaitais effectivement faire cet entretien pour rejeter finalement l'opprobre, non pas sur la victime qui prend et qui ose enfin prendre la parole, mais au contraire sur les personnes qui refusent envers et contre tout de voir au point de dire finalement que la victime est une affabulatrice. Alors je commencerai en fait cet entretien par justement trois personnes qui ont osé prendre la parole au travers de leurs livres pour bien montrer finalement ce que recouvre l'abus et le courage précisément qu'il faut pour le dénoncer ici au travers précisément de trois livres que je trouve chacun dans leur domaine absolument magnifiques en termes d'écriture, en termes de lucidité et en termes de, je dirais simplement, briser un tabou, briser un déni, quelles qu'en soient finalement les conséquences. Mais on le sait, c'est souvent pour la personne qui ose le pas une question de survie et non pas une question de régler des comptes. Le premier livre que j'ai déjà en fait eu l'occasion de chroniquer sur ma chaîne, précisément lors d'un entretien avec Emmanuel Régnier, autour justement de la fêlure. Quatrième de couverture. On le sait et l'oublie trop souvent. Les contes ne sont pas que pour les enfants. Ils disent ce qu'il y a de plus terrible et dangereux, bien mieux, bien plus que beaucoup de romans. Une fêlure est un récit, c'est aussi un conte. Il livre l'errance, l'horreur d'une famille et révèle comment la littérature peut sauver alors la vie. Je vous lis quelques pages pour vous donner
une idée de la manière dont l'auteur revient sur sa propre histoire. Mon père écoute Brahms et les opéras de Wagner. Ma mère écoute Couperin, la musique française, Rameau, Debussy, Fauré, Ravel. Elle me dit souvent l'admiration qu'elle a pour les barricades mystérieuses. J'aime aussi ce morceau de musique qui me semble intemporel. J'apprends à le jouer sur la guitare que m'a offerte ma mère pour mes 9 ans. La musique accompagne notre vie. La vie sans musique est-elle la vie? Nous ne le croyons pas à la maison. Enfant, je pensais que c'étaient les arbres en bougeant qui faisaient le vent. J'explique très sérieusement à mon père ma théorie. Il ne me dément pas. Il a toujours fait ainsi, mon père, me laisser dans mes croyances, car elles sont mes rêveries. Il pense que ce n'est pas à lui de faire tomber mes rêves. Le monde s'en occupera bien assez vite, me dit-il un jour, quand je lui demande pourquoi il ne contredit jamais mes fantasmagories. Nous sommes au mois de mai, la barque glisse sur les eaux vertes, mon père rame avec vigueur, et je suis fier de le voir ainsi fendre les eaux. J'aime ces moments que je passe exclusivement avec mon père. Je regarde les saules pleureurs qui longent la berge. Qui donc a fait pleurer ces saules riverains? Nous accostons à un endroit ombragé, et mon père sort les cannes à pêche. Nous allons passer l'après-midi entre hommes, comme il dit. J'aime ces moments que je passe exclusivement avec mon père. Mon père m'apprend à faire du vélo, me pousse, me tient, m'encourage. Dans le champ, il y a des coquelicots. Mais cessons le jeu, et il me faut avouer que tout cela est l'enfance que j'aurais aimé avoir, une enfance que tout enfant au monde devrait avoir. Mais ce ne fut pas le cas. Voilà un auteur qui, à travers sa fêlure, effectivement raconte l'authentique de sa vie, et précisément ici, pour le coup, fend le silence qui lui a été imposé, fend ce silence que lui-même s'est imposé, parce qu'évidemment la réalité, l'avoir en face, peut être extrêmement douloureuse, puisque personne ne dit rien, l'enfant lui-même vit sa vie à l'ombre de sa fêlure, jusqu'au moment où peut-être effectivement elle sointe, elle fait trop mal, elle étouffe, et elle doit être, je dirais, d'une façon ou d'une autre, résolue en regardant enfin la vérité en face. Le second livre dont je souhaitais vous partager un extrait, c'est un style un peu différent, mais je trouve avec des mots extrêmement forts, si effectivement on en comprend pleinement le sens. C'est le livre d'Adélaïde Bon, La petite fille sur la banquise. Quand ses parents trouvent Adélaïde muette, pleurant sans savoir dire pourquoi, ils l'emmènent au commissariat et portent plainte contre X pour attouchement sexuel. Elle grandit sans rien laisser paraître, le sourire aux lèvres. Des années de souffrance et de solitude à se battre contre les méduses. 23 ans après, elle reçoit un appel de la brigade des mineurs. Un suspect a été arrêté. Tout s'accélère. C'est le 4e de couverture, et je vous lis un extrait de ce livre. Est-ce qu'elle s'est essuyé la bouche du revers de la main, passé la langue sur les dents, recoiffé un peu? Est-ce elle ou lui qui a remonté la culotte, remis un semblant d'ordre dans la robe le tablier rouge tiré sur le chemisier blanc? Elle le regarde en opinant du menton, comme les petits chiens qui hochent la tête sur les plages arrière des voitures. Je suis gentil, je suis jolie, j'aime ça, tu es mon ami, tu aimes mes grosses fesses, tu me fais du bien, je suis gourmande, je ne dirai rien, c'est notre secret. Je te promets, je ne dirai rien. Des mots qu'il lui a dit et dont elle ne se souvient pas plus qu'elle ne se souvient de ce qu'il lui a fait. Elle reprend le sachet en papier blanc des carambars et le pot de flocons pour poisson rouge qu'elle avait posé sur le coin nu d'une marche. Quelque chose s'est renversé. Elle ne sait pas si c'est le sol ou si c'est elle. Elle se concentre pour gravir l'escalier. Sur le palier, elle se retourne quand il l'appelle, promet encore en hochant la tête. Elle est allongée sur son lit, elle essaye d'attraper une larme du bout de la langue. Les lattes du couloir grincent, elle saisit son livre. Sans famille, Hector Malot.
C'est ton livre qui te fait pleurer, demande son père, alarmé peut-être qu'elle se soit glissée comme une ombre à l'entrée de l'appartement à sa chambre, sans le rituel tonitruant du bonjour ma chère famille que j'aime et que j'adore, sans claquer la porte d'entrée, sans venir rien leur raconter. Sa tête se déplace, gauche-droite, droite-gauche. Il s'est passé quelque chose? Sa tête se déplace, haut, bas, bas, haut. Elle est assise entre ses parents sur le canapé bordeaux du salon. Son frère et ses sœurs ont disparu. Elle regarde les murs tendus de tissu. Elle ne le reconnaît pas, comme elle ne reconnaît pas ses propres parents. Tout est soudain changé sans qu'elle puisse saisir quoi. Ils lui parlent, elle a du mal à les entendre, à les comprendre. Elle flotte. Elle est assise à l'arrière de la voiture de police à côté de son père. Les policiers mettent les gyrophares pour la faire sourire. Elle sourit. Elle est gentille. Elle n'est plus là. Elle est morte. Personne ne semble s'en rendre compte. Au commissariat, une policière lui pose des questions. Elle doit répondre par oui ou par non. Elle hoche ou elle secoue la tête selon. Elle ne ressent rien. La policière note. Il m'a touché mon zizi. Devant et derrière. Il a saisi ma main gauche qu'il a posée sur son sexe. On lui dit qu'elle porte plainte pour attouchement sexuel et que le monsieur de la cage escalier, c'est un pédophile. Elle hoche la tête. Elle ne sent pas les méduses s'immiscer en elle ce jour-là. Elle ne sent pas les longs tentacules transparents la pénétrer. Elle ne sait pas que leurs filaments vont l'entraîner peu à peu dans une histoire qui n'est pas la sienne, qui ne la concerne pas. Elle ne sait pas qu'ils vont la déporter de sa route, la tirer vers des profondeurs désertes et inhospitalières, entraver jusqu'au moindre de ses pas, la faire douter de ses poings, rétrécir année après année le monde qui l'entoure a une petite poche d'air sans issue. Elle ne sait pas que désormais elle est en guerre et que l'armée ennemie habite en elle. Personne ne la prévient, personne ne lui explique. Le monde s'est tu. Les années passeront, ils oublieront ce dimanche ensoleillé du mois de mai, ou plutôt ils n'en parleront pas. Elle non plus, elle n'y pensera plus. Voilà, des mots que je trouve absolument magnifiques si on comprend ce dont il s'agit, à savoir la sidération et le fait que la personne, pour survivre, doit littéralement se couper en deux, et dès lors de ses émotions, et dès lors, comme elle le dit, elle est morte. Alors quand j'entends évidemment des commentaires dire que finalement, si c'était vrai, on verrait davantage d'émotions, la personne se comporterait différemment, j'ai du mal en fait avec ça. C'est juste, je l'ai dit en commençant, du déni et jeter l'opprobre sur la victime qui a déjà un mal de chien à essayer de survivre au quotidien. Troisième texte, un texte de Séverine Meyer, Famille incestueuse. Famille incestueuse est une manière de décortiquer les mécanismes qui contraignent une victime d'inceste au silence. L'inceste est un crime qui prend racine au sein d'une famille et s'en nourrit, asphyxiant la victime qui se retrouve invariablement rejetée pour protéger le criminel qui est aussi mari et père. Alors parlons justement de cette mémoire traumatique, de cette dissociation, en expliquant à ceux qui refusent de voir ou qui tout simplement ne comprennent pas effectivement la manière dont la victime tente de survivre après un trauma, expliquons aux uns et aux autres de quoi il ressort à travers, je trouve, ce récit extrêmement poignant et cru aussi dans la manière de dire les choses. L'un des prétextes qui a servi à ma génitrice pour prétendre que je fais du cinéma, c'est que pendant des années, j'allais mieux. Même si j'ai toujours eu une santé fragile, des problèmes articulaires, gynécologiques, dermatologiques, respiratoires et même cardiaques, des troubles neurologiques. Pour tout le monde, le fait que je mène en apparence une vie normale était une preuve que j'allais bien, et que donc ce que je dis avoir subi ne peut pas être si grave que ça. Pourtant, je jure que toute ma vie, pour avoir l'air normal, pour avoir un emploi, des relations sociales, familiales et même amoureuses, il fallait que je fasse d'énormes efforts, que je lutte contre l'angoisse et le sentiment de ne jamais être à ma place. Je me suis toujours senti coupable d'exister.
En 2015, j'ai vécu clairement ce que l'on appelle le phénomène de mémoire traumatique. Même si je n'ai pas fait d'amnésie concernant l'ensemble des faits que j'ai subis, certains actes, certaines scènes étaient floues, confus. D'autres s'étaient tout simplement nichés dans un recoin de mon cerveau. Ces souvenirs-là provoquaient une anxiété que je ne savais pas expliquer puisque je ne me souvenais pas. C'était plutôt un ressenti, une impression de danger imminent, voire de mort imminente. Ma fille a eu 5 ans, et là, le pire a démarré. Quand je la douchais, j'avais des visions infernales. C'était mon corps qu'on agressait, c'était des odeurs, des douleurs, des terreurs qui remontaient comme un tsunami intérieur. Il fallait faire bonne figure devant ma fille, mais parfois j'étais paralysé, je sortais de la salle de bain en lui demandant de se débrouiller seule. Puis je me suis mise à ne plus me voir dans le miroir. Je voyais le visage de ce monstre, mon beau-père, et j'entendais sa voix, et ça me rendait folle. J'ai commencé à douter du fait qu'il soit mort. Alors la nuit, je déambulais dans l'appartement, vérifiant des dizaines de fois que la porte d'entrée était fermée, vérifiant que ma fille dormait tranquille à l'abri du danger. Il m'est arrivé de me promener la nuit dans l'appartement avec un couteau à la main pour le tuer s'il venait. Pourtant, il était mort. On me le répétait, ma génitrice n'avait même pas fait parvenir son acte de décès. Par moments, je le voyais vraiment en face de moi, alors je le frappais pieds, poings, tête, et l'on me retrouvait inconsciente, blessée, couverte d'hématomes. D'autres fois, je prenais la fuite. Une nuit, je suis parti comme téléguidé. Je ne savais pas où j'allais, mais il fallait que je parte, que je débarrasse le monde du problème. De moi. Mon mari m'a retrouvé errant sur une route de campagne sans éclairage. Un coup de chance qu'il ait pris la bonne direction quand il s'est rendu compte que je n'étais plus là. Quand ma génitrice m'a harcelé avec son dernier mari, je me suis tailladé la main avec un cutter, sans m'en rendre compte. Je crois qu'inconsciemment j'essayais de me faire mal pour me prouver que j'étais vivante. Le sang qui coulait de ma main, c'est tout ce dont je me souviens, et cette image me rassurait. Avant ça, je m'étais déchiré la peau du bras avec la pointe d'une pince à épiler, en pleine nuit dans la salle de bain. Je n'en ai aucun souvenir, à part les cicatrices. J'ai fait ce que l'on appelle des crises de dissociation avec dépersonnalisation et déréalisation. Je savais que j'étais chez moi, tout en ne reconnaissant pas l'endroit. J'avais l'impression d'être dans une cage de verre, de ne pas être vu ni entendu, et je voyais mon corps faire des choses que je ne voulais pas. Il se débattait, il avait peur. Mon corps voulait mourir. Je confondais le temps, je ne savais plus quand j'étais. Je croyais que ma fille était moi. J'ai même pris mon mari pour mon bourreau. Je ne savais plus rien, je ne savais même plus si j'étais vraiment en vie. Je comparais cette expérience à une sorte de purgatoire, où l'on revit le pire de l'existence, où l'on souffre perpétuellement. Aujourd'hui, à part ces souvenirs, les 3 années qui viennent de s'écouler sont comme une parenthèse dans ma vie. Je ne me souviens de quasiment rien, c'est comme si je n'étais pas là. D'ailleurs, mon mari me le dit, mais tu n'étais pas là. Ce qui a déclenché ce syndrome de stress post-traumatique et ces crises de dissociation, c'est le fait de voir ma fille grandir, atteindre un âge que je n'ai jamais eu. J'ai bien passé les étapes des ans, mais je n'étais plus vivante, je n'étais plus une enfant, je n'étais qu'une poupée de chiffon, un sextoy. En voyant le corps de ma fille, j'ai pris conscience de la barbarie. Les actes me sont réapparus clairs, douloureux, immondes, et je les ai revécus chaque jour, chaque nuit. Et ça m'arrive encore. J'ai eu la chance à ce moment-là d'avoir un mari exceptionnel, des enfants hors du commun et quelques amis fantastiques. Mon médecin et mon psychiatre ont fait un travail remarquable. Je ne suis pas guéri, je vis toujours avec la peur, avec des visions d'horreur. J'ai toujours peur de m'endormir, mais ça s'estompe peu à peu. Le problème, c'est que j'ai compris que ça peut recommencer. Un événement traumatique, un accident, une maladie, ou simplement le corps de ma fille qui va changer. Elle me ressemble, alors l'effet miroir est douloureux. C'est contre ce phénomène que je dois lutter. Je dois rester vigilante en permanence. À chaque signe de fatigue, de stress, je dois redoubler de vigilance et me concentrer sur cette idée simple. C'est fini. Il ne peut plus rien arriver. Bien entendu, cette période aurait été moins douloureuse, moins compliquée, si ma génitrice n'avait pas profité pour tout faire pour me démolir, tout en prétendant m'aider au début. Elle a fait semblant de me soutenir, elle a joué le rôle d'une mère, pour mieux me pousser au suicide, pour mieux tenter de briser mon mariage, détourner mes fils de moi. Mais cette vieille folle monstrueuse ne savait pas que mon mari et mes fils m'aiment d'un amour qu'elle ne connaîtra jamais. Elle a aussi essayé de semer le trouble parmi mes amis proches. Elle n'a pas d'amis, elle ne sait pas qu'un ami est une personne qui sait, aime, comprend.
Elle ne sait rien de la confiance, de l'abnégation, de l'amour ni de l'amitié. Alors, elle a échoué à me tuer grâce à l'amour des autres, elle qui ne m'a jamais rien offert d'autre que du mépris, de la jalousie, de la douleur, de la crasse. J'ai 47 ans, je n'ai jamais eu de mère. Mes séquelles traumatiques se sont réveillées quand j'avais 45 ans, je n'en suis pas sorti. Ma mémoire se réveille encore parfois, c'est comme d'être violé à nouveau, être torturé à nouveau et être terrifié, paralysé. Une enfant de 5 ans dans le corps d'une femme de 47. Alors quand je regarde dans le miroir, je me demande qui je suis, ce que je fais là, pourquoi je ne suis pas morte, ou est-ce que je suis vraiment en vie. Quand je dois vivre un quotidien ordinaire avec ces images, ces odeurs, ces sensations, des frayeurs, c'est épuisant, parce que je ne peux pas imposer cet état à mes proches, et les moins proches ne veulent surtout pas voir quelqu'un qui va mal, qui a envie de pleurer et de hurler. Alors je fais semblant, je fais croire que je vais mieux, bien, et chaque jour je me demande comment je vais finir par me suicider le jour où ce sera impossible de continuer comme ça. Alors je me sens honteuse, coupable, parce que justement il y a mes enfants, mon mari, mes amis, et ça ne se fait pas de se suicider quand, lui des autres, on a tout pour être heureux. Mon cerveau ne connaît pas de répit. Mais la loi, la justice se fiche de ce phénomène de mémoire traumatique. Les violeurs d'enfants ont le droit à l'oubli. Moi, je n'ai le droit que de me taire, de prendre des médicaments pour supporter tout ça. Je mourrai sans doute en me souvenant du pire, peut-être même à cause de tout ça. Peut-être que dans une énième crise de dissociation, je me tuerai sans même m'en rendre compte. En janvier 2018, ma chute aurait pu me tuer. Être incestué, c'est ça aussi. La douleur, le doute, la peur, la mémoire à perpétuité. Voilà, un extrait un peu long, mais qui, je pense, explique parfaitement l'amnésie traumatique et les conséquences à perpétuité précisément dans la vie d'une femme ou d'un homme qui a vécu ce type de maltraitance extrêmement forte. Alors, ceci pour dire finalement qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise victime, il n'y a pas celle qui a de l'émotion, celle qui n'en a pas, celle qui parvient à mettre des mots, celle qui n'y parvient pas, celle qui reste sous emprise, celle qui s'enfuit. Il y a effectivement une victime dont il faut entendre le silence, la souffrance. Et c'est la raison pour laquelle, en fait, je serai toujours du côté des victimes et je refuserai toujours les commentaires qui sont des commentaires du style oui, mais. Il n'y a pas de mais. Il y a un oui, je l'entends, ou un non, je refuse de l'entendre. Si vous refusez de l'entendre, c'est votre choix. Mais ce n'est pas effectivement une solution ni pour la victime, ni pour vous à long terme, parce qu'on ne peut indéfiniment cacher ce qui meurtrit une personne, une famille, une communauté, un mouvement, l'Église dans son ensemble. Tôt ou tard, les murs finissent par se fissurer. Donc pour ma part, je souhaite aussi faire état d'une profonde gratitude à l'égard de toutes ces personnes qui effectivement ont osé prendre la parole, que ce soit à travers un livre, que ce soit dans les médias. J'en comprends, j'en sais un petit peu le coût que cela nécessite d'avoir ce courage de dire quand effectivement on sait d'avance, qui plus est, que dire ce sera encore éventuellement être sujette à l'opprobre, précisément aux dites affabulations et face au déni d'un bon nombre de personnes qui refusent de voir. On peut comprendre finalement que la parole soit d'autant plus difficile à dire que précisément on sait par avance que l'on va passer pour une affabulatrice, un affabulateur. Donc merci à vous pour ce courage dont vous faites preuve. Merci aussi à vous pour ces prises de conscience salutaires que vous nous obligez finalement à avoir petit à petit en fracturant justement la chape de plomb. Je l'ai dit non pas simplement, je dirais interpersonnel, mais de manière beaucoup plus générale, parfois intergénérationnelle et également au sein de la société tout entière. En tout cas, pour ma part, c'est clair que tous les témoignages que vous avez bien voulu, je dirais, euh, avoir sur ma chaîne YouTube, que vous avez bien voulu avoir avec moi, m'ont apporté énormément de choses en termes de prise de conscience pour tâcher de rejoindre chacun et pour tâcher finalement aussi de me rejoindre dans ce que je ne souhaitais pas éventuellement voir en moi également et chez les autres également.
Donc merci pour tout ce que vous pouvez effectivement apporter à la société de par votre témoignage. Merci beaucoup.